Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous et de voir que Tada est bien représenté dans la salle. On m'a donné du coup la mission d'essayer de faire du contenu sur l'IA et la blockchain, quel avenir. Alors ce que je vous propose, c'est de par cette conférence, vous expliquer mon parcours, qui je suis, d'où je viens, et comment j'en suis arrivé à créer un cas d'usage où la blockchain aide l'intelligence artificielle. Alors ça fait à peu près 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de pouvoir monter différentes sociétés dans l'innovation, certaines que vous avez peut-être déjà entendues, comme Meria, que j'ai monté du coup avec mon frère Owen, qui est une société qui est dans le monde de l'investissement autour des cryptoactifs, Bestcoin, qui est un exchange français, et également Vivoca, qui est spécialisé dans la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. Et c'est cette troisième société, Vivoca, qui est la plus vieille du groupe. Cette société, comme beaucoup de projets entrepreneuriaux, ont commencé avec un rêve. Et ce rêve, il a commencé en regardant un film. Et ce film, j'espère que vous l'avez tous déjà vu. C'est Iron Man. Donc Iron Man, voilà, pour les 2 ou 3 qui ne connaissent pas, c'est un Marvel dans lequel il y a le héros, Iron Man ou Tony Stark, qui, au-delà de ses aventures, se fait accompagner par une intelligence artificielle qui s'appelle Jarvis, qui comprend tout et qui est capable en fait de tout contrôler. Quand on a vu ça à l'époque, j'étais en Angleterre avec des amis, et on s'est dit waouh, ça c'est génial, mais on doit en acheter un pour notre appartement. Réflexe de tech, on va sur internet, on cherche sur Google, et on voit que ça n'existe pas. Alors on s'est dit, on va essayer de le faire. Et c'est là que l'aventure a démarré. Donc on est revenu en France, et on s'est lancé en fait dans l'entrepreneuriat. Donc on a commencé à travailler, intégrer un incubateur, et en 2015, on crée officiellement la première structure qui s'appelle Vivoca. Donc là, du coup, c'était pas évident pour nous. On était toujours étudiants à cette époque. Et l'objectif a été de créer les premiers prototypes et les premiers produits pour convaincre des investisseurs et avancer dans l'aventure. 2 ans après, notre Jarvis à nous a vu le jour. Donc il s'appelait Zach. Il se matérialisait sous la forme d'un petit hologramme. Donc l'idée était très simple, vous l'installez dans n'importe quelle maison, n'importe quel appartement, n'importe quelle chambre d'hôtel, et il était capable de contrôler tous les outils domotiques. On pouvait allumer la télé, on pouvait monter le chauffage, on pouvait baisser le son. Il nous connaissait à force de l'utiliser, donc il connaissait nos goûts musicaux, il connaissait nos habitudes. Et assez rapidement, on a été contacté par des chaînes d'hôtels, Groupe Accor, Groupe Néo, où du coup, ils nous ont dit être intéressés par améliorer l'expérience utilisateur dans les chambres. On se remet un peu en perspective. C'était à peine les débuts de Google Home, d'Amazon Echo. Donc la reconnaissance vocale, en fait, ça n'existait pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on en a tous dans nos téléphones, ordinateurs, voitures, etc. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc on avance. Étape par étape, notre technologie commence du coup à évoluer. On commence à gagner quelques awards, on commence à avoir de la visibilité. Notamment certains awards du grand salon d'innovation, le CES de Las Vegas. On évolue, on arrive à cranter des investisseurs qui sont très intéressants, principalement du coup des Français, dont Éric Desnoyers, le cofondateur d'SFR Numéricable, Alain Echard, le président du groupe Echard, et différents business angels locaux. Et petit à petit, ça suit son cours, jusqu'à une date qui nous a tous touchés, le Covid. On arrive dans le Covid, nos principaux clients, c'est des groupes hôteliers, et on comprend assez rapidement que malheureusement, les hôtels allaient avoir de moins en moins de budget pour l'innovation. Donc à partir de ce moment-là, on avait plusieurs possibilités. Nos advisors nous disaient, normalement, pour une start-up qui sait qu'on ne va pas faire beaucoup de business sur les prochains mois, il faut réduire au maximum les coûts. Et grosso modo, il faut regarder comment est-ce qu'on peut réduire les effectifs. Et moi, je me rappelle à cette époque, gros coup dur, start-upper, on avait une petite équipe, on était une petite vingtaine à l'époque, je ne me voyais pas faire ça. Donc du coup, on a réuni tout le monde dans un open space et on leur a présenté le problème. On leur a dit, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer, mais il faut qu'on arrive à trouver des solutions. Et du coup, l'une de ces solutions, c'était de se dire, est-ce qu'il n'y a pas d'autres marchés que les hôtels qui pourraient être intéressés par ce qu'on avait? Donc on a pris un grand tableau blanc et on a écrit toutes les idées où l'intelligence artificielle et la reconnaissance vocale pouvaient avoir un intérêt. Les bornes, les assurances, la sécurité, la robotique, les banques, etc., etc. Et je leur ai dit, à partir d'aujourd'hui et pendant 8 semaines, vous êtes tous des commerciaux. On va se mettre ensemble, on va faire une dream team, et on va tous essayer du coup de vendre ce qu'on pourrait réaliser pour eux.
Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte qu'il y avait en fait énormément de marchés où la reconnaissance vocale avait un réel intérêt. Pas qu'uniquement par l'intermédiaire de ZAC, le marché de l'hôtellerie. Et on a commencé à faire évoluer la structure. On a dû quitter l'incubateur pour accéder du coup à des locaux beaucoup plus professionnels. Donc avec les autres sociétés qu'on avait, on a acheté un petit building et on a essayé de garder l'esprit à l'américaine qu'on avait, l'esprit entrepreneurial, en gardant les synergies entre les structures. Et un an après, on sortait du coup un produit phare qui s'appelle le VDK, le Voice Development Kit, qui n'est plus le ZAC qu'on avait au début, notre assistant, mais qui est un logiciel qui permet à n'importe quelle société d'intégrer de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance vocale. Donc on se retrouve ensuite en 2021. On a à peu près une centaine de clients dans le monde entier, principalement des grands groupes, qui utilisent notre technologie pour intégrer de la voix dans des machines, dans des cockpits d'avions, dans des sous-marins, dans des robots, dans des smart glasses, etc. On se retrouve avec une équipe d'un peu plus d'une quarantaine de personnes, dont le siège est toujours basé à Metz, même si on a des personnes un peu dans le monde entier. On se retrouve avec une dizaine de gros partenariats techniques avec des centres de recherche, avec des grosses sociétés worldwide, comme par exemple Nuance, qui a été un des premiers produits de reconnaissance vocale. On se retrouve avec notre propre technologie en interne et des advisors de très haut niveau, comme Luc Julia, avec qui on débuté des relations, qui avait créé Siri du coup quelques années auparavant. Et aussi et surtout, on se retrouve avec des problématiques de haut niveau. Notre directeur de recherche et développement vient nous voir en disant « William, si tu veux continuer à créer de plus en plus de techs de reconnaissance vocale à travers tous les pays et que ça marche de mieux en mieux, ben on a un gros problème. Et ce problème, c'est la donnée. » Alors concrètement, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de données? Pour répondre à cette question, je dois vous expliquer comment marche une intelligence artificielle. En fait, c'est relativement simple. Imaginez que c'est comme un cerveau d'enfant. Par défaut, il y a des neurones, il y a des synapses, il y a une capacité, mais ça, c'est pas grand-chose. Et du coup, ce qu'on va faire, on va lui donner des exemples, on va lui montrer des choses, on va lui apprendre des choses, pour que justement ce cerveau arrive à résoudre des problèmes, à détecter du coup une personne par rapport à une autre, à évoluer. Une intelligence artificielle, c'est à peu près le même concept. On a besoin de données pour l'entraîner. Mais cette donnée, elle n'est pas évidente à trouver. Donc nous, ce qu'on faisait naïvement, quand il me disait qu'il y avait besoin de beaucoup plus de données, je dis bah c'est pas grave, on va l'acheter. Donc on a commencé à référencer toutes les sociétés qui vendaient de la donnée, donc qui vont de la société classique comme Fiverr ou autre, jusqu'au GAFA, quand même Amazon avait son propre service de collecte. Quand on a vu ça, on a dit bon bah pas de souci, on va aller puis on va l'acheter. Et on a été très déçus. Donc on a changé de partenaire, puis on a changé de fournisseur, etc., etc. On a été très déçus pour plusieurs raisons. Donc la toute première, on s'est rendu compte que c'était extrêmement cher. Donc l'exemple que je prends à chaque fois, c'est que pour réaliser une intelligence artificielle à reconnaissance vocale standard, grosso modo, si je veux faire Siri, mais qui est capable de parler roumain, je vais avoir besoin d'au moins 1000 heures d'audio d'hommes et de femmes qui vont parler roumain. Et quand on demande des devis pour ces 1000 heures d'audio, en fait, on a reçu des devis entre 100 et 200 000 $. C'est extrêmement cher, et bien évidemment, si on veut être worldwide, pour une start-up, c'est pas réalisable, donc on ne peut pas payer. Mais c'était pas tout. Le deuxième point, c'est la qualité. La qualité était catastrophique. On entendait des gens qui parlaient, où il y avait un bruit de fond derrière, c'était inaudible, il y avait des parasites, les enregistrements, il y avait énormément de blanc avant, et il y avait d'autres personnes qui parlaient derrière. Grosso modo, on récupérait du coup le dataset et on en jetait la moitié. Et le troisième point, c'est la diversité était catastrophique. Donc la diversité, c'est très simple. Pour que mon assistant vocal, il comprenne aussi bien les hommes que les femmes, avec des âges différents, avec des bruits de fond différents et des micros différents, bah, il me faut de la data diversifiée. Et ce qui se passait concrètement, quand on regardait dans le dataset, bah, il y avait principalement des hommes, la qualité était médiocre, et parfois, au niveau des accents, c'était catastrophique. Je demandais du coup de la data pour faire un assistant vocal en américain, et en fait, les trois quarts, je recevais de la data où c'était des Indiens qui parlaient en anglais. Du coup, catastrophique, ça ne marchait pas du tout. Mais quand on a vu ça, on a vu quand même qu'il n'y avait pas de solution sur le marché, mais également que ça ne touchait pas uniquement le marché de la reconnaissance vocale. Ça touchait toutes les boîtes qui font de l'intelligence artificielle. Tesla fait de l'intelligence artificielle pour la voiture autonome.
comment ils font. Ils ont mis des capteurs sur la voiture, des caméras, et en fonction de la situation, est-ce que c'est un feu vert, est-ce que c'est un feu rouge, est-ce que c'est un rond-point, la voiture a été entraînée avec des millions d'heures d'images, et à partir de ça, elle est capable de prendre une décision. Et pareil, Tesla a des gros problèmes même encore aujourd'hui. Ils ont énormément de données à l'intérieur des villes, mais ils en ont très peu dans les milieux campagne, par exemple, ou forêt. Donc ça leur pose problème. ChatGPT, les intelligences artificielles, on va dire, les plus complètes et génériques aujourd'hui, ont dû recruter d'urgence 600 personnes pour pouvoir faire du quality check en interne juste avant le lancement. Donc là, on est sur de la data textuelle. Siri, et Julia, quand il a monté, nous avait expliqué qu'effectivement, il y avait des bruits parasites et que la donnée a été l'un des principaux facteurs qui a fait que Siri ne comprenait pas au début, sachant que c'était l'un des pionniers. Et en fait, autour de nous, toutes les intelligences artificielles ont le même problème. Donc quand on a vu ça, on a essayé de trouver une solution technique à ce problème. Et cette solution technique a été la blockchain. Et du coup, la plateforme s'appelle Tada. Tada, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une application sur laquelle n'importe quelle entreprise qui fait de l'IA pourra venir et dire, voilà, moi je m'appelle Google, j'ai besoin de ce type de données. Voilà mes contraintes, je veux que la qualité soit extrêmement haute, je veux de la donnée vocale, mais je veux que ce soit principalement des femmes, et je veux que ce soit enregistré sur tel type de téléphone, et j'ai tel budget. Et d'un autre côté, vous avez une communauté. Une communauté qui, grâce à la blockchain, est connue, qui est capable de fournir, par l'intermédiaire de tâches très simples, de la donnée. Et ce que va faire la plateforme Tada, on va récupérer le besoin de l'entreprise et le budget de l'entreprise qui fait l'IA, et on va le spread, on va l'envoyer à une communauté qui va réaliser les tâches. Ce qui est très intéressant avec ce concept, c'est que la blockchain sert à énormément de choses. Tout d'abord, ça permet déjà de fournir une preuve concrète que les personnes qui ont travaillé vont percevoir une rémunération, mais également de vérifier que les personnes qui ont travaillé ont fourni du bon travail. Comment est-ce que ça marche concrètement? Un utilisateur qui aura une tâche simple, lire une phrase par exemple, va envoyer l'audio qui est produit sur l'application, sur la plateforme, c'est traçable sur la blockchain, et nous on va prendre cet audio et on va l'envoyer aléatoirement à 3 autres personnes, qu'on va appeler des vérificateurs. Les vérificateurs vont avoir une tâche très simple, c'est des personnes de la communauté également. Elles vont devoir écouter l'audio et répondre à des questions simples. Est-ce que c'est un homme ou une femme qui a parlé? Est-ce qu'il y avait du bruit de fond? Qu'est-ce qui a été dit? Et en fait, si tous les vérificateurs fournissent un consensus, donc que la personne, que le producteur a bien réalisé ce qu'il était censé produire, tout le monde est payé. Et ce qui est très intéressant avec ça, c'est qu'on résout beaucoup de problématiques. Il y avait des scandales qu'on avait pu observer sur ce marché. Parmi ces scandales, des personnes de communautés, souvent en Chine ou en Inde, qui se plaignaient de ne pas avoir été payées pour ce qu'elles ont fourni. Donc voilà, moi j'ai lu 1000 phrases, on m'a payé pour 300. Et quand je me plains, l'entreprise me répond que le travail n'était pas de bonne qualité. Là, grâce à Tada, on peut leur dire non, non. Vous avez bien été payé pour ce qui était de bonne qualité, et vous n'avez pas été payé pour la tâche 1, 5 et 133, parce qu'on peut prouver grâce à la blockchain qu'il y a 4 utilisateurs qui ont dit qu'il y avait du bruit de fond. C'est transparent et c'est juste pour tout le monde. De la même façon, des entreprises, et nous on l'a vécu, on a acheté de la data et nos fournisseurs nous disaient, ne vous inquiétez pas, on a vérifié la data, elle est au top, elle est comme ça. Bien sûr, si je vous vends un service, je vais vous dire qu'il est bon. Ben là, pour le coup, je pourrais aller voir les entreprises, je pourrais aller voir les clients et les regarder dans les yeux en disant non, la data elle est de bonne qualité d'après vos critères, vous aviez voulu 4 vérifications, vous avez voulu ces critères de vérification, ils ont été respectés et je peux le prouver grâce à la blockchain. Je peux prouver la traçabilité, je peux prouver la transparence, je peux exécuter de la meilleure façon possible les paiements avec tout le monde et j'ai des outils d'incentive qui sont énormes parce que grâce à la blockchain et grâce du coup à l'émission d'un token, on va pouvoir de manière la plus juste possible non seulement rémunérer la tâche, mais rémunérer du coup l'apport réel de chaque utilisateur à l'écosystème en termes de check, en termes de production, en termes d'aura, en termes de parrainage. Et grâce à ça, il y a vraiment moyen, du coup, pour Tada de devenir l'un des leaders du domaine. On a un sujet qui a beaucoup de sociétés similaires, qui est le sujet de la masse critique. Un projet comme Tada ne pourra fonctionner que si on a très rapidement un nombre énorme d'utilisateurs. Et grâce à la blockchain, et grâce à ce qu'on veut mettre en place, on a tous les outils pour réussir à atteindre en un temps record
cette masse critique. Également, on a réussi à utiliser une technologie qui répond à un pain point concret du marché. Pour vous donner quelques chiffres, l'année dernière, si je prends toutes les boîtes qui font l'IA confondues, si je réunis tous les budgets qui sont utilisés pour la collecte, le quality check, la labellisation et tous les métiers, on va dire, globaux de la donnée, plus de 63 milliards de dollars ont été dépensés. Et tout le monde est unanime, la data, c'est un gros problème. Donc on a en France des sociétés comme Cézanne, comme Tuai, qui sont spécialisées dans l'IA, qui nous ont dit, bah écoutez, nous c'est pas compliqué, on prend Amazon Mechanical Turk pour avoir un dataset qui fournit, qui est gros mais qui est catastrophique. On l'envoie du coup à d'autres sociétés qui font une première phase de tri. Ensuite on le récupère en interne et on a 2 ou 3 personnes qui refont du quality check dessus. Ça nous prend plusieurs mois et c'est catastrophique. Et on est convaincu chez Tada qu'on va réussir à fournir un service de meilleure qualité en quelques heures, là où du coup nos compétiteurs mettent plusieurs mois et facturent beaucoup plus cher, en gardant une marge qui est énorme. Petite anecdote également, parce qu'on a été de l'autre côté de la barrière, donc on s'est vu en tant que client, on a déjà vu que certaines données qui étaient par exemple lues par des utilisateurs, les utilisateurs se faisaient rémunérer 1 centime par phrase. Parfois, certaines phrases étaient revendues quasiment $1. Le gap, c'est la marge que prenait cette tiers. Catastrophique. Et comme tout est opaque, aucune preuve de rien du tout. La blockchain permet également d'apporter un côté fair, un côté méritocratique, vraiment, à ce marché qui est pas uniquement d'ailleurs de l'agrégation de données, mais qui est du microtasking. On a également réfléchi au potentiel que pourrait avoir du coup ce marché et ce produit qui va au-delà de juste l'agrégation de données. On a discuté avec des grands retailers, dont je ne peux pas du coup aujourd'hui partager les noms, qui ont des sites de e-commerce et qui ont des problématiques. Leur problématique, ça va être de faire évoluer le tarif de chaque produit en temps réel par rapport à la concurrence, de manière à être bien référencé sur Google. Donc du coup, ils ont certains des milliers de produits, et toutes les semaines, ils doivent faire évoluer de quelques centimes. Au début, ils ont commencé à essayer de scripter, de faire des bots pour regarder comment est-ce que ce serait possible d'aller récupérer en temps réel la data chez les concurrents. Mais dès qu'il y a une mise à jour, ça ne marche plus, et finalement, on est obligé de le refaire à la main. Et on pourrait imaginer que ce type de job puisse être partagé à Tada. Qu'on ait du coup, toutes les semaines, une application, une petite tâche, où on pourrait dire, bah, tiens, il faut aller voir le prix d'une chaussure Nike 43 tel modèle sur tel site. Et on a juste à rentrer le prix. Et on est rémunéré pour faire ça. C'est des idées, mais je suis sûr que des idées comme ça, on peut en avoir énormément. La puissance d'une communauté par l'intermédiaire d'une application peut résoudre énormément de pain points. Donc c'est sur ça qu'on a essayé du coup de travailler et qu'on est en train de travailler avec Tada. La réelle utilité de la blockchain permet également du coup l'efficacité, parce qu'en temps réel, on peut faire des millions de transactions, là où par virement SEPA, ça pourrait prendre des semaines. Et également, pour vous donner un ordre de grandeur du challenge technique qu'on a dû résoudre, parce que ça tourne déjà, imaginez que, je prends l'exemple que j'ai cité au début, un client ait besoin de 1000 heures d'audio. Quand vous lisez une phrase en tant qu'utilisateur, c'est à peu près 3 secondes, entre 3 et 4 secondes. Divisé pour l'exercice, 1000 heures par 3 secondes. Ça va faire à peu près 1,2 million. Imaginez le nombre de transactions. Dites-vous qu'après, chaque audio qui est fourni, chaque transaction, on la multiplie par 3, parce qu'il y a des vérificateurs. Juste pour une commande d'un client, il y a des millions de transactions qui sont effectuées. Donc c'est là où on va arriver également aux limites de ce que certaines blockchains permettent de faire aujourd'hui. Donc comment est-ce qu'on va réussir à passer outre? Comment est-ce qu'on va avancer? On a des solutions, il existe des solutions, mais ça fait partie des gros challenges techniques qu'on va devoir surmonter. Ce qui est très intéressant, c'est que ce système, qui est live sous forme de bêta déjà aujourd'hui, répond à toutes les problématiques de l'entreprise. On fournit du coup, peu importe le travail, mais on arrive à assurer un très haut niveau de qualité. On arrive également à le fournir à un prix qui est raisonnable et qui est abordable. Tout simplement parce que notre discours avec l'entreprise, c'est que vous n'avez pas confiance, vous pouvez essayer avec très peu d'argent, et après vous serez convaincu, et vous n'avez pas le budget, je ne vous ai pas donné de prix. Combien vous êtes prêt à payer pour ça? Et si après, in fine, le prix est trop bas, ben c'est les utilisateurs qui vont dire non, moi pour si peu, je ne le fais pas. Et c'est l'offre et la demande. Et il n'y a rien de plus juste que l'offre et la demande pour ce type de tâche. Également,
la data diversifiée. Comme je vous l'ai dit au préalable, nous devons avoir une connaissance très méticuleuse de nos utilisateurs. Qui ils sont, qu'est-ce qu'ils savent faire, où est-ce qu'ils sont, quelle langue ils parlent, quels accents est-ce qu'ils ont. Et en fonction de tout ça, ça nous permet tout simplement de récupérer le besoin et d'envoyer le bon besoin à la bonne personne. Et cette personne n'aura aucun intérêt de tricher, parce que du coup, elle ne se fera pas payer grâce aux vérificateurs, qui vont eux vérifier que tout est bien fait. Donc la data peut être diversifiée en fonction du besoin très précis. Et enfin, si la société accepte de mettre le prix qu'il faut en face, il n'y a pas un système plus rapide qu'une communauté qui, dans le monde entier et en temps réel, est prêt à exécuter des tâches qui sont ventilées dynamiquement par un smart contract. On coche toutes les cases. Du point de vue utilisateur, du point de vue de la communauté, également énormément de choses. Tout d'abord, ce sera un moyen très simple de gagner de l'argent. Et honnêtement, c'est ce que tout le monde cherche. Sauf que là, cet argent, il n'est pas magique, il vient bien du coup d'une société. Il répond à un réel pain point et c'est logique et c'est scalable. Le deuxième point, c'est accessible pour tout le monde. Peu importe si vous êtes un homme ou une femme, peu importe où est-ce que vous êtes géolocalisé dans le monde, il suffit d'avoir un smartphone, et aujourd'hui on en a tous un, télécharger l'application TADA, se créer un compte, répondre à un questionnaire très simple pour qu'on puisse vous envoyer les bons jobs en fonction de qui vous êtes et de ce que vous savez faire, et vous pouvez participer du coup à l'application. Simple et intuitif. Il est très important pour nous, et c'est un très gros challenge, de faire en sorte que ce soit non pas utilisable uniquement par des personnes qui connaissent les cryptos qui sont dans le Web 3, mais par n'importe qui du Web 2. Et on en parlait encore tout à l'heure. Donc ça pour nous, ça va être un challenge d'intuitivité, ça va être un challenge du coup d'interface. Moi ce que je souhaiterais, c'est que du coup, les parents qui connaissent rien en crypto, ils arrivent d'eux-mêmes à télécharger, à se faire un compte. Et pour réussir à faire ça, on doit totalement abstraire la complexité qui existe aujourd'hui dans le monde du Web 3. On ne doit pas avoir à demander aux utilisateurs de se faire un wallet décentralisé avec des connexions, toute cette complexité que peut-être ici nous maîtrisons tous. Si on veut vraiment que ce soit scalable dans le monde du Web 2, on doit totalement s'en abstraire. Et ça, il y a une vraie barrière à l'entrée, c'est un vrai challenge technique. À nous du coup de réussir à trouver des solutions, et bien évidemment ça se fera step by step, pour pouvoir du coup répondre à ça. Et enfin, et c'est un challenge également parce qu'on vient de faire des choses qui sont fun et addictives, nous souhaitons rendre TADA le plus fun possible, nous souhaitons rendre l'expérience utilisateur la plus ludique et la plus agréable possible. Et si on peut rajouter un petit côté gamification et addictif, pourquoi ne pas le faire dans un marché où jusqu'à maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui sont 12 heures par jour en train de faire des tâches vraiment de chinois, pour utiliser l'expression, où c'est vraiment catastrophique. Si on arrive à transformer du tout ça en apportant du coup de l'argent d'une manière faire et en plus en rendant ça ludique, je pense qu'on aura vraiment réussi à apporter notre pierre à l'édifice. Dans un monde où le momentum fait que l'IA, c'est la narrative du moment, gros hasard, ça fait 8 ans qu'on est dedans, et également où c'est l'un des plus gros pain points qui freine l'accélération de ce marché. Personnellement, je suis convaincu que dans les années qui vont arriver, nous n'avons plus les barrières qui font que c'était compliqué de créer une IA avant. On a la puissance dans nos téléphones de ce que faisaient les ordi du coup 2 ans avant. Donc on n'est plus limité par ce qu'on peut faire, mais par ce qu'on va imaginer faire. Il n'y a pas de timing plus parfait pour essayer d'apporter ce type de solution aux problèmes actuellement. Nous avons annoncé récemment du coup TADA et notre partenariat avec Multiversix. Donc nous sortons le grand jour du coup le token qui sera essentiel à TADA sur un Launchpad qui s'appelle X Launchpad. Je vous invite à tous à venir en découvrir plus si ça vous intéresse. Et également, voilà, pour ceux qui veulent du coup tester, pouvoir rejoindre l'aventure de TADA par l'intermédiaire de notre bêta et tenter voilà, de faire partie de notre communauté. Merci beaucoup.